Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre affaire horrible, où l'envie et l'avidité insatiable jouent un rôle central. Ces émotions puissantes et sombres conduisent souvent les individus sur le chemin du crime. Lorsqu'elles se mélangent à une luxure incontrôlée et à un besoin obsessionnel de contrôler les autres, elles peuvent engendrer une intention meurtrière terrifiante. C'est un concept glaçant qui devient encore plus sinistre lorsque ces émotions se développent secrètement au sein d'une famille. Cette histoire se déroule dans une banlieue de Sydney et concerne la famille Lynn, une maison apparemment harmonieuse et soudée. Leur histoire a pris un tournant pour devenir l'un des crimes les plus infâmes et sanglants de l'histoire australienne. La complexité et la durée de l'enquête méritent d'être notées, car l'auteur, confiant de pouvoir échapper à la justice, avait élaboré un plan méticuleusement conçu et brutalement exécuté, presque parfait. Cependant, un détail mineur négligé a finalement conduit la police à la percée nécessaire. Plongeons dans les débuts de cette saga en explorant comment un mélange de cupidité, d'envie du succès des autres et de passion corrompue peut pousser quelqu'un à la folie, le transformant en une figure monstrueuse qui n'a même pas épargné les enfants lors de son carnage. L'histoire d'amour de Min Lin et Yun Li Lin a commencé à la fin des années 1980, pendant leurs années universitaires dans une université australienne. Tous deux originaires de Chine, ils avaient émigré séparément pour poursuivre leurs études supérieures. Yun était arrivé dans le cadre d'un programme d'échange, tandis que Min, son aîné de 2 ans, était resté dans le pays pour un stage professionnel après avoir obtenu son diplôme de licence. Leurs chemins se sont croisés dans un couloir de l'université, menant à ce qu'ils ont plus tard décrit comme un coup de foudre. Partageant des racines et des rêves communs, ils se sentaient comme des étrangers dans un pays inconnu, mais étaient unis par leurs aspirations à commencer une nouvelle vie en Australie. Après l'obtention de leur diplôme, le couple s'est marié et s'est installé dans la banlieue pittoresque et tranquille de North Epping, à Sydney. Leur amour s'est épanoui en une famille nombreuse et soudée, profondément connectés et dévoués les uns aux autres. Ils ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée June Brenda Lynn, qui utilisait principalement son deuxième prénom, Brenda. Leur fils, Henry, est né en 1997, suivi de leur plus jeune enfant, Terry, en 2000. Au début des années 2000, Min et Yun ont décidé de lancer une petite entreprise en ouvrant un kiosque à journaux. Leur dévouement a transformé ce départ modeste en une agence de presse florissante avec une branche éditoriale située sur Rose Street. La prospérité financière de la famille leur a permis de mener une vie confortable, avec une maison spacieuse, une voiture de luxe et des écoles privées prestigieuses pour leurs enfants. Min s'occupait des affaires tandis que Yun se consacrait à l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Dans leur communauté, les Lin étaient respectés pour leur travail acharné, leur gentillesse et leur philanthropie. Ils étaient connus comme des parents exemplaires et attentionnés, qui n'entraient jamais en conflit avec les autres. Brenda, l'aînée, était une jeune fille exceptionnelle, belle et excellente élève, avec un grand cœur pour les animaux. Les garçons Henry et Terry étaient pleins d'énergie et passionnés par le sport, notamment le football. Les 3 frères et sœurs partageaient un lien très fort, presque inséparable. Alors que la famille Lin s'établissait en Australie et que leur prospérité financière augmentait, ils ont commencé à inviter des membres de leur famille de Chine à leur rendre visite, à vivre avec eux, voire à s'installer de manière permanente. Au début des années 2000, les parents de Min ont été les premiers à emménager à North Epping, vivant à proximité et aidant à s'occuper des enfants. Les week-ends, les parents de Yun aidaient également au kiosque familial. Quelques années plus tard, ses parents ont déménagé dans la banlieue de Sydney. Min et Yun leur ont acheté une petite maison. La sœur de Yun, Irene, est également venue vivre avec les Lin, aidant dans les tâches domestiques et avec les enfants. À ce moment-là, les affaires de la famille Lin généraient des revenus substantiels, atteignant près d'1 million de dollars annuels. Leur entreprise n'était pas seulement un magasin ou une maison d'édition, mais était devenue un lieu de rencontre locale où les gens se rassemblaient pour lire et discuter autour d'un café. Vers la fin de 2007, la sœur cadette de Min,
Cathy Lynn Nai et son mari Liang Bin Robert Zhu ont également déménagé en Australie, attirés par les opportunités de la ville animée de Sydney. Après une brève période à Melbourne, ils étaient retournés en Chine, mais cette fois, ils étaient déterminés à s'installer définitivement en Australie. Robert, ancien médecin ORL prospère en Chine, a décidé de changer de carrière et de tenter l'entrepreneuriat. Ils ont investi toutes leurs économies dans un restaurant à Sydney, mais l'affaire a rapidement échoué, suivi d'autres tentatives infructueuses pour ouvrir un café ou un snack bar. Manquant de compétences en affaires et en gestion financière, Robert peinait à trouver une nouvelle voie. Finalement, Robert et Cathy ont déménagé à North Epping, se rapprochant de la famille. Cathy a trouvé un emploi, mais Robert restait en pleine remise en question personnelle. Les familles Lin et Zhu étaient liées non seulement par des liens de parenté, mais aussi par une amitié solide. Ils se voyaient presque tous les jours, restaient en contact constant et partageaient souvent des repas familiaux. Leur dernier rassemblement a eu lieu le soir du vendredi 17 juillet 2009, au domicile des parents de Min et Cathy. Ils ignoraient alors que ce serait leur dernière réunion. Le matin du 18 juillet, le kiosque de la famille Lin est resté inexplicablement fermé, surprenant leurs clients réguliers. L'absence de signes d'ouverture ou d'avis sur les portes a suscité des inquiétudes. Un voisin, après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre Min, a contacté sa sœur Cathy, qui, inquiète, s'est rendue avec son mari Robert à la maison de Min. Ils ont trouvé la porte d'entrée déverrouillée et la maison étrangement calme. Les appels aux membres de la famille sont restés sans réponse. Cathy a monté à l'étage et, en ouvrant la porte de la chambre de Min et Yun, elle a été horrifiée par une scène macabre. La pièce était éclaboussée de sang. Yun-Lin, âgée de 43 ans, gisait près du lit, méconnaissable. Dans une autre chambre, la sœur de Yun, Irène, âgée de 39 ans, avait subi un sort similaire. Dans les chambres des enfants, Henry, 12 ans, et Terry, 9 ans, avaient été battus et morts. Brenda, 15 ans, était absente en voyage scolaire. Le corps de Min-Lin, le chef de famille, était introuvable, laissant un mince espoir qu'il soit encore en vie, peut-être blessé, pris en otage ou en fuite. Cathy, sous le choc, appela immédiatement les services d'urgence, mais son hystérie l'empêcha de décrire clairement la situation. Elle criait et pleurait au téléphone, suppliant les secours d'arriver rapidement pour sauver qui que ce soit. Malheureusement, les premiers intervenants ne purent que confirmer la mort de toutes les victimes sur les lieux du massacre. Après l'appel paniqué de Cathy, Robert se rendit chercher les parents de Min, vivant à environ 10 km de là. La police et les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes sur une scène de crime qualifiée d'une des plus horrifiques jamais vues. Hélas, il était déjà trop tard pour tous les membres de la famille Lin, tués par de multiples coups à la tête avec un objet contondant lourd, semblable à un marteau. L'arme du crime restait introuvable, ce qui laissait penser qu'elle avait été emportée par le coupable. Le corps de Min-Lin fut finalement retrouvé dans sa propre chambre, recouvert d'une couverture imbibée de sang. Comme sa famille, il avait été battu à mort, semblant être la première victime, suivi par son épouse, sa belle-sœur, puis les 2 garçons. Une inspection initiale des lieux ne révéla aucun indice significatif. L'absence de l'arme, combinée au fait que les objets de valeur et l'argent n'avaient pas été touchés, indiquait que l'objectif principal était l'élimination de la famille Lin plutôt qu'un vol. Au début, plusieurs assaillants furent soupçonnés, car il semblait improbable qu'une seule personne puisse maîtriser autant de victimes à elle seule. Cependant, les indices montraient que les enfants étaient éveillés et avaient tenté de fuir, comme en témoignaient les taches et éclaboussures de sang dans la maison. Fait intéressant, toutes les victimes adultes, en plus des blessures à la tête, montraient des signes de strangulation, probablement pour réduire leur résistance. Des empreintes ensanglantées identiques, avec un motif de semelle unique, furent découvertes dans chaque pièce, mais la marque des chaussures ne put être identifiée, seulement leur taille. Aucune empreinte digitale étrangère ne fut relevée, suggérant que le ou les tueurs portaient des gants. Au départ, il n'y avait aucune piste ou théorie sur l'identité du coupable, car amis et voisins affirmaient unanimement que la famille Lin n'avait aucun ennemi connu.
Le motif d'un massacre aussi brutal de 5 personnes restait un mystère, et l'heure de l'attaque fut établie entre minuit et 3 heures du matin. Le 18 juillet, Brenda Lynn, l'aînée de la famille Lynn et désormais la seule survivante, se trouvait en voyage scolaire en Nouvelle-Calédonie au moment de la tragédie. Elle apprit d'abord la terrible nouvelle par les réseaux sociaux et refusa initialement de croire que cela concernait sa propre famille, espérant une erreur. Sa tante Cathy l'appela bientôt, confirmant la nouvelle déchirante à travers des sanglots. Brenda fut rapidement rapatriée à Sydney où Cathy et Robert, ses nouveaux tuteurs légaux, l'attendirent à l'aéroport. Elle emménagea chez eux, car la maison familiale des Lynn était scellée en tant que scène de crime. Le lendemain, une Brenda accablée de chagrin fut emmenée au poste de police pour être interrogée. Cependant, elle ne put fournir aucune nouvelle information, affirmant que sa famille n'avait aucun ennemi ni mauvaise relation et qu'elle n'avait remarqué rien d'anormal avant son départ. Après la mort de sa famille, Brenda devint l'héritière d'une fortune importante, incluant des biens immobiliers et l'entreprise familiale. Cependant, étant encore mineure et scolarisée, la gestion de cet héritage fut confiée à ses tuteurs légaux, Cathy et Robert. Ses grands-parents offrirent également leur soutien, mais Cathy et Robert insistèrent pour être ses principaux gardiens. Robert alla même jusqu'à menacer d'engager une action en justice si les grands-parents cherchaient à obtenir la garde, arguant qu'ils étaient trop âgés pour s'occuper d'une adolescente. Finalement, un accord fut trouvé à l'amiable et Brenda resta avec son oncle et sa tante. La boutique et l'entreprise d'édition de la famille Lynn, qui avaient été temporairement fermées, furent rapidement rouvertes sous la gestion des Zi, car Brenda n'était pas encore en âge de prendre les rênes des affaires. Robert commença également à examiner activement les comptes bancaires de la famille, leurs épargnes, leurs biens immobiliers et autres actifs. Concernant l'enquête, les experts examinèrent le lieu du crime à plusieurs reprises, documentant minutieusement chaque détail. Malgré leurs efforts, aucune piste concrète n'émergea. Ils conclurent que le meurtrier avait probablement agi seul et pénétré dans la maison sans bruit, ce qui suggérait soit une porte laissée déverrouillée, soit l'usage d'une clé. Le meurtrier portait des chaussures de taille 9,5 avec un motif de semelle distinctif, et l'arme du crime, supposément un marteau, ne fut jamais retrouvée sur les lieux ou aux alentours. L'utilisation de gants par le tueur empêcha toute détection d'empreintes digitales, et aucun ADN étranger ne fut découvert, seulement des traces provenant des 5 victimes. Un détail troublant et significatif fut que des taches de sang furent retrouvées sur les poignées de porte de chaque chambre où les meurtres avaient eu lieu, indiquant que le tueur avait touché ses poignets avec des gants ensanglantés. Cependant, il n'y avait aucune tache sur la poignée de la chambre de Brenda, ce qui suggérait que le meurtrier savait qu'elle n'était pas présente. Devenu l'un des cas les plus médiatisés d'Australie, cet incident tragique fit l'objet d'une couverture intense, mais en l'absence de preuves tangibles ou de suspects, des théories improbables commencèrent à circuler. Certaines rumeurs évoquaient la prétendue immense fortune de la famille Lynn comme mobile de leur assassinat. D'autres suggéraient un cambriolage qui aurait mal tourné ou encore l'implication de clans mafieux chinois locaux. De telles théories n'étaient pas entièrement écartées, étant donné l'historique de la région avec un gang de cambrioleurs. Le magasin des Lynn avait été attaqué quelques mois avant la tragédie et Min avait été témoin d'un vol de voiture blindée une semaine avant les incidents fatals. Bien que les criminels aient porté des masques et que Min n'ait pas pu les identifier, on a spéculé qu'il aurait pu être éliminé en tant que témoin potentiel. Les mois passaient et l'enquête stagnait. Aucune des théories n'était confirmée et aucun suspect n'émergeait. La théorie du vol a finalement été écartée car l'argent et les objets de valeur étaient restés intacts et il semblait que le tueur avait un seul objectif, éliminer les membres de la famille. De plus, l'électricité avait été coupée dans la maison la nuit des incidents, ce qui indiquait que le tueur savait où se trouvait le tableau électrique. La familiarité de l'agresseur avec la maison, même dans l'obscurité totale, suggérait qu'il y était déjà venu auparavant et qu'il connaissait bien la disposition des lieux, ayant peut-être même obtenu une clé à l'avance. En examinant les détails complexes de l'affaire pour la 100e fois, un enquêteur a écouté à plusieurs reprises l'appel d'urgence de Cathy, à la recherche d'un indice manqué. Contre toute attente,
un détail significatif a été découvert dans cet enregistrement. On y entendait les tentatives hystériques de Cathy d'expliquer la situation, ses paroles entrecoupées de pleurs et de sanglots. À la fin de l'appel, lorsque l'opérateur a confirmé que les secours étaient en route, Cathy a mentionné de manière inattendue le nom de son mari, ajoutant une phrase en cantonais, en s'adressant directement à lui. Ce détail a éveillé l'intérêt de l'enquêteur, qui a demandé une traduction des propos de Cathy. Il s'est avéré que Cathy suppliait son mari de ne pas la laisser seule dans la maison. Cela était significatif, car Robert avait décidé d'aller chercher les parents de Lynn tout seul, laissant Cathy sur la scène du crime macabre avant l'arrivée de la police. Le comportement de Robert semblait extrêmement suspect. 5 personnes venaient d'être brutalement tuées dans la maison, et le tueur pouvait encore se cacher à l'intérieur, faisant de Cathy une cible potentielle. Pourtant, Robert semblait calme et était simplement parti, comme s'il savait que rien de mauvais n'arriverait à sa femme. Après plusieurs mois infructueux, la police a finalement identifié un suspect principal et unique, Robert. Il a été découvert qu'il possédait une clé de la maison de son beau-frère, que Min lui avait donnée par précaution peu de temps avant la tragédie. Curieusement, Robert n'avait jamais mentionné ce détail lors des interrogatoires et Cathy ignorait que son frère avait donné une clé à son mari. Brenda, sans le savoir, a révélé ce détail crucial aux enquêteurs. Une enquête plus approfondie a révélé que l'affirmation de Robert selon laquelle il était un ORL prospère était un mensonge. Bien qu'il possédât un diplôme en médecine, il n'exerçait pas réellement en tant que médecin. Il n'a jamais occupé un emploi stable dans son domaine. Des rumeurs suggéraient qu'il avait fui en Australie pour éviter des accusations présumées de corruption en Chine. En Australie, Robert échoua à s'établir professionnellement, dilapidant le reste de ses économies dans des projets commerciaux infructueux. Après avoir déménagé à North Epping, il devint essentiellement inactif, dépendant du revenu de sa femme et de l'aide financière occasionnelle des proches de Cathy. Une fois les documents de tutelle de Brenda finalisés, Robert se comporta comme s'il avait hérité des biens de la famille Lynn. Sa première décision fut de forcer les parents de Min à quitter la maison que celui-ci avait achetée pour eux, bien qu'elle soit légalement enregistrée au nom du défunt. Les parents de Min et Cathy restèrent dans la maison qui leur avait été offerte. Considérant ces faits et circonstances, les enquêteurs théorisèrent que Robert était motivé par une intense jalousie envers les proches de sa femme, plus prospères et riches, et qu'il nourrissait un plan de longue date pour s'emparer de leurs biens, de leur argent et de leur entreprise lucrative. Malgré le fait qu'elles vivaient sous le même toit que le criminel responsable du meurtre de leur famille, Brenda et Cathy n'étaient pas considérées comme étant en danger immédiat. Brenda ignorait tout de la véritable nature de Robert, tandis que Cathy était nécessaire à Robert pour conserver le contrôle des biens de la famille. Cependant, la police ne pouvait pas arrêter Robert immédiatement, faute de preuves concrètes contre lui. L'équipe d'enquête obtint l'autorisation d'installer plusieurs caméras cachées dans la maison des aides, espérant recueillir les preuves nécessaires pour prouver la culpabilité de Robert. La percée arriva plus tôt que prévu, grâce à une révélation inattendue faite par Cathy lors d'un interrogatoire. Cathy mentionna la préférence de son mari pour une marque de chaussures particulière. Quelques années auparavant, Robert avait acheté 2 paires de baskets d'une édition limitée qu'il aimait particulièrement. Il avait usé et jeté une paire, mais l'autre était encore soigneusement rangée dans sa boîte à leur domicile. Notamment, Robert portait des chaussures de taille 9,5, la même taille que celle du tueur. La preuve clé arriva lorsque Robert fut filmé par l'une des caméras cachées en train de détruire méticuleusement la boîte des chaussures mentionnées. Ces images permirent d'obtenir un mandat de perquisition de son domicile, où une nouvelle paire de chaussures de taille 9,5 fut retrouvée. Le motif des semelles correspondait parfaitement aux empreintes trouvées sur la scène du crime. De plus, une petite trace ressemblant à du sang fut découverte dans son garage. L'analyse médico-légale confirma qu'il s'agissait d'une tache contenant l'ADN des 5 victimes de la famille Lynn, liant littéralement cette preuve à la scène du crime. Ces éléments conduisirent à l'arrestation de Robert, fournissant enfin les preuves concrètes nécessaires à l'intervention de la police. En mai 2011, 2 ans après les événements tragiques, des preuves permirent d'arrêter Robert Z. Il déclara son innocence avec insistance, affirmant que les traces découvertes dans son garage étaient apparues
après leur retour de la maison d'Eileen. Concernant les chaussures retrouvées, il expliqua qu'elles étaient neuves et qu'il avait déjà éliminé une ancienne paire. Pendant sa détention, en attente de son procès, il partagea sa cellule avec plusieurs codétenus, sans savoir que certains d'entre eux transmettraient ses propos. Au cours de discussions, il fit part de la manière détaillée dont il avait planifié ses actions et des précautions prises pour ne laisser aucune preuve. Il raconta avoir acheté un outil dans un magasin éloigné sans surveillance et avoir utilisé un calmant léger pour que sa femme ne remarque pas son absence. Il précisa s'être débarrassé de l'outil et d'autres éléments de manière définitive. Lors de son procès, Robert continua de nier les faits et les accusations reposaient surtout sur les témoignages de ses codétenus et des indices indirects. Cela mena à un désaccord au sein du jury, ce qui permit à Robert d'être libéré sous caution en décembre 2015. Le procès reprit en juin 2016 avec un nouveau témoignage important d'un autre codétenu. Celui-ci affirma que Robert avait montré un intérêt exagéré envers Brenda depuis son jeune âge. Cette déclaration poussa les enquêteurs à interroger à nouveau Brenda. En pleurant, elle raconta que Robert l'avait mise sous pression pour accepter une relation déplacée peu après qu'elle ait commencé à vivre sous leur toit. Par crainte des conséquences, elle avait préféré garder cela pour elle pendant plusieurs années. Ces révélations, ajoutées aux autres preuves, conduisirent à la condamnation de Robert Z pour toutes les accusations portées contre lui. Il reçut 5 peines de réclusion à perpétuité, une pour chaque victime, sans possibilité de libération anticipée. Toutes ces tentatives d'appel furent rejetées.